Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir du coup au village, donc cette maison commune de l'ensemble des mutuelles du groupe Vive. Florian Perret, donc moi je dirige le département ESS et innovation sociale du groupe. On est ici pour se parler alimentation et lien avec la santé. Merci à Martin d'avoir organisé cette rencontre inspirante ici. Comme vous le savez, les mutuelles font historiquement énormément de prévention sur la santé. Et aujourd'hui, on se dit qu'on peut aller plus loin, passer un nouveau cap, que l'alimentation, finalement, elle est un déterminant de santé par ce que l'on mange, mais aussi elle est un déterminant de santé par la façon dont elle est produite. Et on est de plus en plus nombreux, y compris dans nos organisations mutualistes, à questionner la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols et les impacts sur sa santé sur nos territoires. Et du coup, nous, au niveau du groupe, bah, on se dit que maintenant, on doit agir au-delà de la prévention et on doit agir sur des déterminants de santé. C'est ce qu'on a commencé à faire en 2019 en allant dans le domaine du logement. Et on n'était pas forcément attendu au départ en tant qu'acteur du mutualiste dans ce domaine du logement. Et du coup, on est allé redéfinir des façons de construire, de réhabiliter des logements bénéfiques à la santé, en disant que l'endroit où on habite, finalement, c'est un déterminant de santé majeur, par la qualité de l'air intérieur, par la facilité à faire de l'activité physique, par l'accès à des consultations médicales, etc. Et donc, on a créé ce label qui a été un vrai changement de métier pour nous. Et très rapidement, bah, quand on s'est dit quel est le deuxième déterminant de santé où il y aurait un intérêt à agir pour l'ensemble des populations, c'est l'alimentation qui est ressortie, qu'on a discuté avec nos militants, avec l'ensemble des salariés. Et donc, on pousse depuis maintenant plus de 2 ans, avec un laboratoire d'innovation sociale en santé sur l'alimentation saine et durable, bah, la transformation de tous nos métiers sur ces différents éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos adhérents complémentaires santé, avec notamment des nouvelles thématiques de sécurité sociale de l'alimentation qui sont montantes? Qu'est-ce que l'on peut faire dans nos établissements de santé? Et comment est-ce que bah, nos établissements peuvent aider des filières d'alimentation saine et durable à se développer, et comment est-ce qu'on peut garantir des débouchés? Et puis dans nos logements sociaux, comment est-ce qu'on amène, avec toutes les thématiques de pouvoir d'achat, de l'alimentation saine et durable au pied de nos immeubles? Donc une belle conférence aujourd'hui pour très orientée solutions finalement, avec solutions de l'agroécologie, solutions portées par l'économie sociale et solidaire. Et donc encore bienvenue et puis hâte d'écouter nos deux intervenants. Merci beaucoup, Florian. Et donc mon prénom, c'est Martin, je suis, membre de la mutuelle familiale et aussi, président de l'association des mutuelles pour la santé planétaire. On est très reconnaissant, que le groupe Vive nous accueille pour la 5e rencontre inspirante. Le nom choisi pour ces rencontres est volontairement axé sur les solutions parce que, face à, l'augmentation des maladies évitables, face au dérèglement climatique, on peut sentir du désarroi et on a besoin de s'inspirer, en faisant mieux connaître les solutions. Donc on est vraiment très, très heureux pour cette 5e rencontre inspirante que Aurore Médieux, qui est responsable de la transition écologique et économie circulaire à ESS France, soit présente, parce qu'elle connaît bien les filières agricoles diverses et variées en France. Et donc, elle va parler de tout ce qui se fait au niveau des acteurs de l'ESS en faveur d'une agriculture bonne pour la santé publique, mais aussi eh bien, les défis actuels. Et on est très, très heureux aussi que Olivier de Scuter, qui est coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, IPS Food, et rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, soit présent. Je tiens à informer donc à la fois les personnes qui sont présentes physiquement et en visio que Olivier était venu en octobre dernier, le 9 octobre à Lyon, pour un moment très important dans la vie de l'association des mutuelles pour la santé planétaire, parce que c'était le démarrage. Nous avions juste 2-3 semaines d'existence. L'assemblée générale fondatrice a eu lieu en septembre 2024. Aujourd'hui, 6 mois après, il y a 20 groupes mutualistes qui sont membres de l'association des mutuelles pour la santé planétaire et qui protègent ces 20 groupes mutualistes 4 millions de Français. Donc on est très, très heureux d'être présent au sein du groupe Vive pour cette 5e rencontre inspirante. Elle est en physique, en visio, il y aura du replay pour ceux qui ont besoin. Et donc on va accueillir Olivier et Aurore si vous voulez venir. Vous donner quelques informations. On a souhaité ce soir, à la différence des autres rencontres inspirantes, que ce soit très interactif.
Donc, il va y avoir 10 minutes de prise de parole de Aurore puis de Olivier sur l'essentiel de leur message. La grande thématique du soir, c'est l'agroécologie peut-elle nourrir l'humanité? Quel rôle possible pour les mutuelles et les acteurs de l'ESS? Et je tiens à remercier encore une fois le groupe Vive qui, par rapport à d'autres mutuelles, je trouve, est assez pionnier sur le fait de transformer notamment les cantines dans les établissements qu'ils gèrent. Voilà, on ne va pas faire plus long par rapport à l'association et vous dire uniquement qu'à la fin de la soirée, on vous présentera quelques actions qu'on met en place, notamment le Tour d'Europe qui démarre dans les Pyrénées et qui ensuite sera à Bruxelles et Strasbourg. Et donc, est-ce que Aurore, tu souhaites commencer ou Olivier, comme c'est le mieux pour vous? Allez, c'est parti pour Aurore, donc merci encore. Merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Donc, peut-être pour commencer, oui, on s'était dit avec Martin que l'idée, c'était de pouvoir démontrer la place de l'économie sociale et solidaire dans les filières d'agriculture et d'alimentation durable. Et ce qui est très intéressant, donc peut-être en introduction, de dire ce qu'est l'économie sociale et solidaire, sont toutes les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les fonds de dotation et les sociétés commerciales de l'ESS. Et ces structures, elles partagent deux principes forts, si je prends vraiment de manière chapeau, le fait d'avoir une gouvernance partagée d'une part et le fait d'avoir un principe de partage de la valeur, soit en étant non lucrative, soit en étant à lucrativité limitée. Le chiffre qui fait toujours un petit peu choc au début, quand on parle ESS et agriculture, c'est de dire que 82 des agriculteurs et agricultrices relèvent de l'ESS puisque, adhèrent à sont sociétaires de coopératives. Donc, souvent je me fais un petit peu secouer sur le sujet de: «Mais peut-on dire que 80 de l'agriculture aujourd'hui, relève du périmètre dont on parle ce soir, à savoir, permet d'avoir une alimentation durable pour la santé?» C'est pas du tout mon propos, qu'on soit très clair. Néanmoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, l'ESS est concerné par les enjeux, d'alimentation et de santé. D'une part côté agricole, d'autre part évidemment pour les mutuelles de santé qui sont aussi, dans notre périmètre. Donc c'est très intéressant de commencer de plus en plus souvent et c'est ce qu'on faisait dans la réunion juste avant et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on commence à croiser 2 mondes qui avaient peut-être moins l'habitude de se parler, en tout cas pas de cette façon-là. Et on parlait beaucoup de santé environnementale, en fait, depuis des années sur les pratiques agricoles. Peut-être un petit peu moins de santé humaine, en tout cas pas de manière aussi, pas pour le grand public, je dirais, en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant qu'aujourd'hui on en arrive là. Donc, l'ESS, au-delà de ça, elle propose quand même un certain nombre de solutions. Évidemment, quand on parle d'alimentation durable, je pense qu'il faut aussi, du fait des contextes géopolitiques que l'on vit actuellement, reparler de souveraineté alimentaire. C'est comme un vrai enjeu derrière de pouvoir sécuriser les filières d'alimentation, puisque l'agriculture, c'est quand même une des économies les plus mondialisées qui soit. On a carrément spécialisé des pays sur des zones de production et donc ensuite on se retrouve avec des pénuries parfois sur certains approvisionnements. Et donc pour ça, on a des structures dans l'ESS qui travaillent au renouvellement des générations, puisque comme vous le savez, c'est quand même l'un des principaux enjeux à très court terme sur les questions agricoles. Et donc vous connaissez forcément Terre de Liens, par exemple, qui est une foncière solidaire qui permet de mobiliser de l'épargne citoyenne pour racheter des terres agricoles qui vont ensuite, et dans un souci de lutter contre la spéculation foncière. Et c'est extrêmement important parce que ça veut dire que derrière le sujet, c'est qu'elle va faire en sorte, cette foncière, que les terres ne soient pas revendues pour ensuite être revendues et faire cette spéculation, mais bien qu'elles soient toujours à usage agricole et pas n'importe quel usage agricole puisqu'il y a une charte d'engagement qui fait que les paysans et paysannes qui opèrent sur ces terres doivent le faire selon la charte les cahiers des charges d'agriculture biologique. Et ça, c'est aussi intéressant au-delà de ça sur la question de la mobilisation citoyenne. C'est comment en fait on remobilise les citoyennes, les citoyens dans l'outil agricole, puisqu'on leur dit vous pouvez mobiliser votre épargne, votre propre épargne, pour faire en sorte que des paysans et des paysannes s'installent dans vos territoires. Ensuite, évidemment, si j'essaye de filer la chaîne de valeur, sur les questions d'agroécologie, on a un vrai enjeu de formation. C'est-à-dire que dans ce renouvellement des générations, il y a bien un enjeu de pouvoir
former aux nouvelles pratiques agroécologiques et aussi aider à changer la culture de production dominante actuelle. Et ça, pareil, dans l'ESS, on s'en est emparé depuis longtemps. Je pense aux CIVAM, aux ADR, par exemple, dans les territoires qui vont avoir des formations très précises, très pratico-pratiques sur les questions d'agroécologie pour pouvoir accompagner. C'est notamment aussi des cas de programmes de recherche-action avec des chercheurs sur justement pouvoir revaloriser le système herbager dans un système d'élevage pour pouvoir démontrer en fait tous les bienfaits que ça peut avoir et pour l'environnement et aussi pour l'autonomie des fermes, puisqu'il y a un vrai enjeu aussi d'un point de vue modèle économique à pouvoir retrouver une autonomie, notamment sur l'achat d'aliments, l'achat d'engrais, etc., etc. Si je passe à la maille d'après, on va être sur la question de la transformation. Et là aussi, on va avoir un certain nombre de structures de l'ESS qui se sont positionnées avec, par exemple, des coopératives qui servent à faire de l'abattage mobile pour pouvoir justement être au plus près des paysans, des paysannes qui font de l'élevage. On va avoir aussi des coopératives qui vont permettre d'internaliser des dispositifs mutualisés de transformation et ensuite de faire le lien avec la phase de consommation que sont par exemple les collectivités territoriales ou les entreprises et donc de pouvoir optimiser aussi des canaux logistiques. Donc ça, c'est aussi comment on met en commun, et en fait de tout temps, j'aurais dû commencer par là, mais de tout temps, les agriculteurs et agricultrices se sont organisés en collectif. C'est-à-dire que même sur des systèmes plus anciens, les CUMA, par exemple, sur le partage du matériel, ce sont des coopératives. Il y a eu des banques agricoles qui se sont constituées aussi par des bénéficiaires qui ont souhaité faire ensemble. Il y a eu des mutuelles spécialisées pour le métier agricole, des centres d'études et de recherche qui se sont aussi faits comme ça. Et donc, de toute façon, il y a cette culture de faire commun en fait dans le monde agricole et donc ça doit servir de levier. C'est très intéressant. La Fédération nationale des CUMA, elle a montré que le fait de faire commun, elle a sorti une étude il n'y a pas très longtemps là, montrant que le fait de faire commun permettait de diminuer l'utilisation de pesticides, puisque c'est un petit peu le sujet ce soir. Parce qu'il y avait du partage d'expériences entre paysans et paysannes qui permettait de partager des bonnes pratiques qui, du coup, limitaient l'usage d'intrants chimiques. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que le commun a vraiment des externalités qu'on peut peut-être parfois avoir du mal à mesurer, mais qui, en fait, sont au service de cette agroécologie. Et puis, je terminerai sur un dernier point qui est la question de peut-être 2 derniers points qui me semblent fondamentaux sur lesquels l'ESS elle est aussi mobilisée. C'est la question de démocratie alimentaire à différents endroits. Donc, je parlais de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens tout à l'heure sur la question de participer à une agriculture locale et durable. Il y a aussi la question sur l'alimentation, c'est-à-dire que les supermarchés coopératifs aujourd'hui sont d'excellents moyens de pouvoir remobiliser le consommateur dans son acte d'achat alimentaire et donc de pouvoir choisir, de pouvoir contribuer en y passant du temps et choisir son alimentation. C'est aussi le cas si on le dérive ensuite sur des questions de solidarité avec les modèles d'épicerie sociale et solidaire qui sont portés depuis longtemps par l'ESS et qui aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, ce type d'initiative conduit à un projet quand même assez fabuleux qui sont les projets de sécurité sociale alimentaire qu'on commence à voir naître un petit peu partout et qui permettent de se dire que cette alimentation de qualité doit être accessible pour toutes et tous. Et ça aussi, l'ESS, elle est systématiquement à l'initiative de ce type de démarche. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ESS, elle naît d'initiatives citoyennes locales qui se transforment ensuite et qui se structurent dans des modèles associatifs, coopératifs, mutualistes, etc. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le besoin puisqu'on nous oppose toujours la question du passage à l'échelle, c'est le besoin de structuration des filières. Et en fait, ces filières, elles se structurent quand la demande est présente dans les territoires. Donc évidemment, on connaît toutes et tous le système des AMAP, où encore une fois, on mobilise les citoyens et les citoyennes pour pouvoir garantir des débouchés aux producteurs. Et ça, il faut qu'on puisse le généraliser. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on commence à avoir des dispositifs communs. Alors, on pourra compléter peut-être, parce que moi, j'avais vraiment en tête le modèle de SIC qui développe ça, mais on va avoir de plus en plus de collectivités territoriales, par exemple, qui, sur les questions de restauration collective, vont se structurer avec les producteurs pour pouvoir vraiment consolider des filières au niveau local. Et c'était très intéressant, parce qu'il y a 2 ans, à la journée de l'ADEME sur le défi écologique, il y avait une collectivité qui témoignait en disant que pour pouvoir avoir l'ensemble des produits de sa chaîne en interne, il leur manquait les produits fromagers. Donc, ils ont fait un appel à candidature à des éleveurs, éleveuses, pour pouvoir avoir une production de fromage locale.
pour compléter l'offre locale. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cette dynamique-là a enclenché la création de 3 boutiques sur le territoire, boutiques qui étaient ouvertes à tout consommateur. Ça montre bien que quand il y a un levier, et notamment la puissance publique, mais pas que, qui a une volonté locale de mettre en œuvre des filières. En fait, déjà le partage de la valeur, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus au profit des producteurs, puisqu'en fait, si on est dans des filières locales, on peut se permettre de limiter au maximum les phases intermédiaires. Et donc, en fait, on arrive à recréer une envie de faire ces métiers-là aussi, puisque c'est ça aussi l'objet, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile d'être paysan ou paysanne et tellement risqué pour les gens qu'il faut aussi pouvoir leur garantir des débouchés, enfin un métier, des conditions de travail qui soient acceptables. Ouais, donc c'était le premier balayage global. Normalement, merci beaucoup pour donc ta réponse sur le sujet des rôles des acteurs de l'ESS pour l'agroécologie, ce qui est déjà existant et donc ce à quoi vous vous attelez. Donc, Olivier de Scuter a été intervenu, je vous le disais, en octobre dernier. Et juste pour contextualiser un tout petit peu ton intervention, nous, un certain nombre de mutuelles, on s'est positionné le 5 février 2024 pour dire on voit des similitudes dans le drame de l'amiante qui a causé 100 000 morts innocents en France et le drame des pesticides. Je ne vais pas détailler tous les points communs entre ces deux drames, mais on s'est positionné, donc c'était le 5 février 2024, puis ensuite le 13 avril au Parlement européen, où là, il y a eu davantage de mutuelles, et pas que des mutuelles françaises, mutuelles belges, polonaises, etc., où on a pris position pour une Europe 100% agroécologique. Et en fait, rapidement, il y a eu les élections européennes au mois de mai ou au mois de juin, et on a organisé un débat à la mutuelle du groupe RATP, où on a invité l'ensemble des couleurs politiques à se positionner par rapport à nos 6 demandes pour faire appliquer la loi, et ça n'est jamais le cas sur l'évaluation des pesticides, le 20% de bio systématique dans la restauration collective en Europe, et puis en une génération, être une Europe 100% agroécologique. Et en fait, il y a eu donc, on n'avait pas invité l'extrême droite volontairement, mais dans l'échiquier des responsables politiques présents, LR, les Républicains, ont dit « vous êtes fous, si on fait ça, c'est la famine assurée ». Donc, c'est posé ensuite la question, quels sont les degrés de preuve qu'on sait produire sans pesticides ? Et il y a eu l'idée d'inviter Olivier à Lyon de Scuter sur ce sujet de l'agroécologie peut-elle nourrir l'humanité ? Et l'intention là de l'écouter ce soir, c'est aussi de voir comment nous, mutuelles, eh bien, on peut davantage prendre tout notre rôle pour eh bien, faire advenir ce modèle agroécologique. Mais est-il bien sûr ce modèle ou est-ce que c'est un peu périlleux ? Et je te laisse t'exprimer, Olivier, sachant que tu as beaucoup creusé la question. Merci beaucoup, Martin. Très heureux de vous retrouver. Merci à Florian de son introduction et à Aurore de ce premier balayage, comme elle l'a décrit. Je suis très heureux d'être là pour discuter de cette question qui, effectivement, me tient très à cœur. Une réponse complète à cette question supposerait de partir de toute une série d'études qu'on n'aura pas l'occasion ce soir de détailler. Je voudrais cependant en signaler une qui est peut-être l'étude la plus systématique sur cette question. Est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde et notamment est pensable sur les territoires européens? C'est une étude parue il y a quelques années, je crois que ça devait être 2021 ou 2022, par 2 chercheurs de l'Institut pour le développement durable et les relations internationales de Sciences Po, Xavier Pou et Pierre-Marie Aubert, qui ont fait un scénario de promotion de l'agroécologie à un horizon de 10 ans. Donc, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour qu'en Europe, l'agriculture se fasse agroécologique et comment est-ce qu'on peut satisfaire nos besoins? Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle s'intéresse non seulement à la question de la production,
je vais y venir dans un instant, mais aussi à la question de la demande, des habitudes de consommation et des politiques d'import, d'export, des politiques commerciales pour répondre à cette question. C'est donc un scénario de 10 Years for Agroecology, le scénario TIFA, qui est présenté dans cette étude. Avant cependant de peut-être faire à mon tour une sorte de tour d'horizon des enjeux, au départ des questions que Martin a posées, je voudrais rappeler ce que c'est que l'agroécologie. L'agroécologie, elle est proche de ce que l'on connaît comme agriculture bio, qui a un cahier des charges précis et des règlements européens qui l'encadrent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et l'histoire de l'agroécologie est différente. L'agroécologie, en réalité, c'est une démarche qui consiste à identifier dans la nature les synergies que l'on peut construire entre les plantes, les arbres, les animaux, pour maximiser la productivité qui résulte de ces synergies, en réduisant par conséquent l'usage d'intrants. Il n'y a pas de cahier des charges de l'agroécologie, il n'y a pas de label agroécologie, il y a par contre toute une gamme de pratiques agricoles durables qui se revendiquent de l'agroécologie comme, au fond, orientant un chemin de transition vers une agriculture sans intrants. Par exemple, en agroécologie, on attache beaucoup d'importance aux cultures associées, où les plantes se complètent les unes les autres, se protègent les unes les autres des insectes ravageurs dans des méthodes de contrôle biologique qui permettent de réduire l'usage de pesticides. On a des légumineuses qui sont plantées entre avec des céréales pour que les sols soient fertilisés sans qu'il faille recourir à des engrais azotés. On a des techniques d'agroforesterie qui consistent à planter des arbres en bordure du champ, voire même dans les champs cultivés pour que les sols absorbent mieux l'humidité de l'eau de pluie et réduisent le risque d'érosion lié à l'écoulement de l'eau de pluie ou au vent. On a des techniques de rotation de culture qui permettent de préserver la fertilité naturelle des sols. Donc c'est toute une série de techniques qui ne sont pas codifiées dans un manuel ou dans un texte de loi, mais qui relèvent de cette pratique de l'agroécologie qui en France se traduit souvent par des pratiques de polyculture élevage. C'est comme ça souvent que dans les fermes, l'on décrit ces méthodes de production qui ne sont pas malheureusement, et c'est je crois un des problèmes qu'on affronte, celles qui sont les plus enseignées dans les écoles d'agronomie. Peut-être qu'on a l'occasion de revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a un vrai problème de formation des futurs agriculteurs et agricultrices de ce point de vue-là. Alors, l'agroécologie présente, vous êtes là, vous le savez donc, toute une série de bienfaits qui ne sont pas récompensés dans le système économique actuel, ce qu'on appelle en jargon économique des externalités positives, c'est-à-dire des services que l'on rend à la collectivité et qui ne sont pas reflétés dans le coût de production ou dans le prix que l'acheteur en bout de chaîne va payer pour les produits qu'il reçoit. Et ces externalités positives, elles concernent aussi bien, et c'est le centre des préoccupations qui nous réunissent ce soir, la santé des mangeurs et des mangeuses, évidemment, mais c'est aussi des externalités positives en matière de préservation de la santé des sols, de la vie biologique dans les sols qui permet aux sols de préserver, de maintenir leur fertilité naturelle, d'être donc fertiles à long terme. C'est des externalités positives en matière d'entretien de l'agrobiodiversité qui permet aux paysans et paysannes d'avoir une gamme de solutions à l'avenir pour faire face aux défis auxquels l'agriculture va devoir faire face avec la multiplication des périls qu'elle court, notamment liés au changement climatique. C'est aussi des bénéfices associés à la création d'emplois. L'agroécologie est relativement plus intensive en main-d'œuvre que l'agriculture
industriels qui se déploient en monoculture sur des échelles très importantes. L'agroécologie, parce qu'elle consiste à associer différentes cultures les unes avec les autres, à faire des rotations de cultures fréquentes, au fond, à entretenir la complexité au niveau de la parcelle, elle est plus exigeante en main-d'œuvre et par conséquent, elle a des coûts de production qui sont aujourd'hui plus élevés. Et donc, c'est ça la première caractéristique, je crois, de l'agroécologie, c'est qu'elle est extrêmement bénéfique au niveau de l'efficience de l'utilisation des ressources, au niveau des services qu'elle rend aux écosystèmes comme à la collectivité, à la santé et je dirais à la qualité de l'emploi aussi dans les fermes, mais elle n'est pas aussi compétitive dans le marché tel qu'il fonctionne actuellement que les agricultures industrielles qui, sur des grandes échelles, peuvent réaliser précisément des économies d'échelle en utilisant au fond des machines agricoles toujours plus puissantes pour développer la production de grands volumes. Et donc, la raison pour laquelle l'agroécologie ne se déploie pas plus largement en dépit des bénéfices qu'elle présente, des avantages qu'elle présente, c'est qu'elle n'est pas suffisamment récompensée par le marché. Je pense d'ailleurs qu'une des réformes principales qu'il faudrait proposer, c'est que le système de subvention à la production agricole qui est le résultat de la politique agricole commune de l'Union européenne devrait bien davantage récompenser ces externalités positives. Ce n'est pas suffisamment le cas en dépit de verdissements successifs de la PAC qu'on a connu depuis maintenant plus de 30 ans. Alors, il y a d'autres obstacles à la diffusion de l'agroécologie. Je voudrais en mentionner peut-être 4. Le premier étant le manque de compétitivité économique de l'agroécologie en dépit des services qu'elle rend. D'abord, les agriculteurs et agricultrices ne vont produire que ce pour quoi il y a une demande. Et la plupart des grands acheteurs, des intermédiaires, des acheteurs de matières premières agricoles qui vont ensuite transformer cette matière première, l'écouler dans les circuits de distribution, sont intéressés à des grands volumes de produits qui sont uniformisés. Et l'agroécologie n'est pas spécialement bien outillée pour répondre à cette attente-là, de manière telle que pour soutenir l'agroécologie, il faut non seulement s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation agricole, il faut aussi s'intéresser aux filières, à ce qu'elles peuvent offrir comme débouchés et à la manière de stimuler une demande. C'est d'ailleurs là que le rôle des collectivités, notamment des collectivités locales, est très important. J'y retournerai. Deuxième obstacle, c'est qu'on a au fond une sorte de préjugé productiviste. La question qui était à l'instant à l'écran, est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde, est une question que constamment l'on nous retourne et on a un peu l'impression que cette question tourne en boucle. Mais ici, il y a un grand malentendu. C'est qu'en fait, à l'hectare, par surface cultivée, l'agroécologie peut être très productive si on tient compte de toutes les différentes outputs, de toutes les différentes productions que l'on peut faire sur quelques hectares de parcelles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'hectare, on va produire moins de maïs, moins de blé, moins de soja, que sais-je, parce qu'on ne va pas cultiver qu'une seule chose. Et donc, les calculs habituels de la productivité, qui sont la production à l'hectare en tonnes produites à l'hectare, jouent en défaveur de l'agroécologie. Et le fait que les fermes agroécologiques, parce qu'elles sont exigeantes en main-d'œuvre, sont généralement de plus petite taille, et donc elles produisent des plus faibles volumes, on a l'impression que c'est des exploitations qui, au fond, dans le monde productiviste qui est le nôtre, n'ont pas véritablement de rôle à jouer. Et donc, oui, la question des politiques, c'est « mais est-ce que vraiment elle peut nourrir le monde ?» La réponse est « mais oui, bien sûr, à condition que l'on crée les écosystèmes économiques et les filières qui permettent à l'agroécologie de se déployer davantage et d'exception, au fond, de devenir la règle.
Mais il y a d'autres obstacles encore à surmonter. Au-delà de ce préjugé productiviste, il s'agirait de nourrir le monde. Je pense que d'ailleurs c'est mal posé la question, hein. Personne ne demande que la France nourrisse le monde. Ce qu'on demande, c'est que les territoires puissent se nourrir eux-mêmes. Et je vous assure, pour avoir beaucoup travaillé en Afrique, qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est à pouvoir réinvestir dans les systèmes agricoles locaux, redévelopper des filières locales sans devoir soutenir le choc de dumping de produits agricoles sur leurs filières qui détruisent au fond et les paysans et paysannes sur place et l'incitant des gouvernements à investir dans la production locale. Je ferme évidemment cette parenthèse. Mais donc, un autre obstacle, c'est la manière dont les politiques agricoles sont décidées, avec un poids déterminant de quelques grands acteurs économiques, les firmes de transformation agroalimentaire et la grande distribution, mais aussi et surtout les syndicats agricoles dominants. Et là, il y a un véritable paradoxe, c'est que les paysans et paysannes sont en fait les premières victimes du système tel qu'il est. Ce sont des agriculteurs, des agricultrices qui achètent leurs intrants quand ils en utilisent au prix du détail et qui écoulent leur production au prix de gros. Ce sont des producteurs qui n'ont absolument pas la liberté de négocier des prix rémunérateurs, encore que en France, avec la loi Egalim de 2018, on ait fait des progrès dans ces directions. Ce sont des gens qui, très souvent, sont les premières victimes des pesticides qu'ils utilisent. C'est là qu'on trouve évidemment les cancers, les maladies de la peau qui résultent de l'utilisation de produits dangereux. Ce sont des agriculteurs et des agricultrices, enfin, qui sont victimes d'une méfiance de la part de la population et dont le métier est déconsidéré très souvent dans le discours public. Ils sont donc les perdants du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas plus conservateur, à quelques exceptions près que je salue, que le syndicat dominant, la FNSEA en France, ou la COPAC-COGECA à l'échelle européenne. Et malheureusement, les syndicats agricoles plus minoritaires qui défendent l'agroécologie, en raison aussi en partie dont les chambres d'agriculture sont élues, n'ont qu'une voix au fond très très minoritaire au chapitre des politiques agricoles. C'est, je crois, un véritable problème. Donc voilà toute une série de facteurs objectifs qui handicapent la capacité de l'agroécologie à se déployer et au fond à rencontrer les attentes qui sont mises en elle. Et on est dans une sorte de cercle vicieux, si vous voulez, où les politiques ne croient pas en l'agroécologie, donc les politiques n'aménagent pas le cadre réglementaire, politique et de subventions pour lui permettre de se développer, donc elle ne peut jamais déjouer les stéréotypes négatifs qui résultent, qui existent à son égard, et finalement prouver qu'elle peut être tout à fait capable, effectivement, de nourrir le monde, et surtout d'améliorer la qualité de notre nutrition et la santé des territoires. Alors, pour surmonter ces handicaps, dont je viens de très rapidement donner une idée, une série de leviers existent. Le plus important à mes yeux, c'est les marchés publics. Les collectivités locales qui, à travers les hôpitaux, les administrations, mais surtout les écoles, passent des marchés publics avec des producteurs, et de plus en plus, les marchés publics contiennent des clauses sociales et environnementales qui pourraient récompenser de manière encore plus nette, explicite et systématique les pratiques agroécologiques. Il y a un obstacle mineur ici, c'est que l'agroécologie n'a pas de définition, n'a pas de label, et donc il faut un peu utiliser un langage codé pour la récompenser. C'est une difficulté, même si on peut avoir dans les clauses marché public un appel à l'agriculture bio, mais je vous ai dit que ce n'est pas exactement la même chose. Mais les difficultés plus importantes, c'est que les réglementations en matière de marché public ne permettent pas qu'on favorise la production locale, donc on triche, on parle de produits frais, on parle
de production saisonnière, etc. Mais c'est parfois un peu difficile d'échapper à l'accusation de discrimination en faveur des producteurs locaux. Mais surtout, l'obstacle le plus important, c'est que souvent, les paysans et paysannes qui sont dans une démarche d'agroécologisation de leur production produisent à une petite échelle qui ne satisfait pas les attentes des collectivités locales. Et donc, il y a un vrai enjeu qui est d'organiser les filières pour que les différents producteurs locaux puissent unir leurs forces pour répondre à des appels d'offres significatifs en volume et que des intermédiaires soient mis sur pied pour réunir cette production et livrent, par exemple, y compris en livraison chaude, aux écoles qui, sinon, vont évidemment faire appel à Sodexo. Donc, je crois qu'il y a là à la fois un levier important et des obstacles dans la mise en œuvre de ce levier, mais c'est, à mon avis, le plus important. Deuxième levier, c'est la réorientation des subventions. J'ai déjà évoqué la politique agricole commune. J'ai dit qu'elle s'était verdie au cours des années depuis la première réforme importante de la PAC en 1993. On pourrait faire mieux et aller vers une politique agricole commune qui soit beaucoup plus attentive à récompenser les bonnes pratiques. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à chaque fois que les prix sur le marché s'emballent, le réflexe des politiques est le même, y compris la Commission européenne, c'est de dire cette volatilité des prix, cette augmentation des prix, elle est liée à ce que la demande ne parvient pas à suivre l'offre. Il faut donc stimuler les solutions productivistes et donc, tant pis pour les clauses environnementales qui, sinon, en principe, doivent orienter les subventions vers la production agricole la plus responsable. C'est la séquence à laquelle on a assisté en 2022 avec l'inflation des prix alimentaires et la colère du monde agricole qui s'est exprimée début 2024, où de manière, à mes yeux, totalement irresponsable, on a viré toute une série de bonnes conditions agricoles et environnementales auxquelles l'accès aux subventions de la PAC était en principe subordonné. Mais donc, réorienter la manière dont ces subventions sont fléchées me paraît important. Troisième levier, c'est d'aller vers ce qu'on appelle en anglais le full cost accounting, qui consiste au fond à faire un bilan objectif, mais complet, des coûts cachés de l'alimentation industrielle et des bénéfices cachés, eux aussi, de l'agroécologie. Malheureusement, les prix ne reflètent pas cela. Les prix ne reflètent ni les coûts pour l'environnement, pour la santé et pour la qualité de l'emploi des solutions agro-industrielles, ni les bénéfices pour les collectivités en matière de santé, en matière de qualité de l'emploi et en matière de préservation des écosystèmes, des pratiques agroécologiques. Si les prix reflétaient cela davantage, si par conséquent les consommateurs ne payaient pas des prix bas pour une alimentation de faible qualité qui les rend malades et qui les oblige ensuite à payer comme contribuables ou pour financer les soins de santé et qui oblige à payer pour restaurer l'environnement, eh bien, les prix cesseraient de mentir. Aujourd'hui, les prix mentent et je pense que c'est un véritable problème que les prix ne soient pas alignés sur l'utilité sociale des différentes manières de produire. Quatrième levier, c'est le cadre législatif. La France a une longueur d'avance, en fait, sur beaucoup d'États, parce que lorsque Stéphane Le Foll était le ministre de l'Agriculture de Jean-Marc Ayrault et puis de Manuel Valls, il a fait adopter la loi d'avenir sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation en 2012, qui, en fait, mentionne l'agroécologie, promeut l'agroécologie et recommande notamment aux collectivités locales d'adopter des plans territoriaux pour l'agriculture et l'alimentation, c'est-à-dire recréer au fond des systèmes agroalimentaires locaux. Et il y avait toute une série de dispositifs potentiellement intéressants pour la promotion de l'agroécologie. Est-ce que ça a marché? Pas vraiment, pour une raison simple à laquelle j'ai déjà fait allusion d'ailleurs, c'est que la loi d'avenir de 2012 s'intéressait à l'agroécologie comme manière de produire,
mais ne s'intéressait pas aux débouchés, aux filières qui permettraient à l'agroécologie d'être attrayante du point de vue économique pour les producteurs qui s'y lançaient. Il y avait quelques incitants, mais pas du tout à l'échelle nécessaire. Donc peut-être qu'il faut revisiter ce cadre législatif. Et enfin, oui, il y a l'économie sociale et solidaire. Alors celle-ci a été décrite par Aurore tout à fait bien. Je n'ai guère besoin d'y revenir. C'est le 5e levier, cependant, qui peut être mentionné. L'économie sociale et solidaire, c'est l'idée que le profit, ou les attentes de profit des actionnaires ne doivent pas déterminer les choix stratégiques des entreprises. L'économie sociale et solidaire se veut économiquement viable, certes, mais ne place pas le profit au-dessus de toutes les autres considérations. L'économie sociale et solidaire est donc une alliée naturelle de l'agroécologie qui, elle non plus, ne place pas la volonté du profit à court terme au-dessus de toutes les autres préoccupations. Et l'économie sociale et solidaire peut aussi être mieux attentive que l'économie classique, si je puis utiliser cette expression, pour renforcer le pouvoir de négociation des producteurs afin que ceux-ci puissent avoir des prix rémunérateurs. On n'attirera pas une nouvelle génération de producteurs dans l'agroécologie si ils ne sont pas mieux rémunérés. C'est quand même le cœur du problème. C'est la volatilité des prix dont ils souffrent. Ils sont victimes de cette volatilité parce qu'ils ne peuvent pas décider du prix auquel ils écoulent leur production. Et surtout, ils font face à des monopsones, des acheteurs qui sont en position d'exclusivité sur les marchés ou en position en tout cas oligopolistique. Et c'est très compliqué par conséquent pour ces acteurs d'avoir des prix rémunérateurs. Et là encore, c'est quelque chose à quoi l'économie sociale et solidaire peut être attentive. Et puis surtout, comme l'illustre l'exemple des épiceries sociales qu'a évoqué Aurore, l'économie sociale et solidaire peut résoudre cette équation qui est de garantir à la fois des prix rémunérateurs pour les producteurs et des prix abordables pour le consommateur. Aujourd'hui, dans le discours public, on a tendance à opposer les deux. On a tendance à dire qu'il y a des ménages précarisés qui ne peuvent pas finir la fin de mois, dont le pouvoir d'achat a été érodé par l'inflation de 2022-2023 en particulier. Et donc, il serait inacceptable de leur demander de payer plus cher pour leur alimentation. Mais en réalité, dans des filières courtes et à travers des mécanismes qui reposent sur une alimentation moins transformée, où l'on cuisine davantage chez soi de produits frais et de saison, ce qui demande une culture alimentaire du temps et de l'organisation, mais ce qui est abordable financièrement, on peut en fait réconcilier les deux. Et moi, je rêve d'une économie alimentaire qui se passe autant que possible de la transformation des aliments, même si, par exemple, pour les céréales, évidemment, on n'y coupera pas, mais qui repose sur la revitalisation d'une culture alimentaire qui passe par le fait de cuisiner chez soi des produits frais, locaux et de saison. Ce n'est pas le plus cher, c'est en fait le plus abordable, mais ça suppose effectivement que l'on change notre rapport à l'alimentation et qu'on accepte de faire de l'alimentation quelque chose de plus central dans nos vies. Je vous remercie. Un grand merci pour ce premier propos introductif à nos échanges. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Donc, voilà, toutes les prises de parole sont bienvenues. Et en plus, voilà, plein de nouveaux visages. Il n'y a pas de réaction. Ah, une réaction. Je prends la première question. Pour Olivier, du coup, on voit mieux du coup, les enjeux et les objectifs de l'agroécologie. Assez souvent, tu as rappelé qu'il n'y avait pas de label, pas de, du coup, de formalisation précise de l'ensemble des pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement est assez mature pour aller vers un label et définir un cahier des charges, ce qui permettrait aussi plus facilement d'aller justifier rémunération supérieure et appel d'offres pour les collectivités publiques? Et la question que Florian pose est
Elle hante les débats depuis quelques années, c'est vrai. Il y aurait des avantages à un label et notamment donner reconnaissance, enfin, permettre la reconnaissance très lisible de l'agroécologie et éviter que le terme ne soit utilisé dans des sens différents par différents acteurs, évidemment. Enfin, c'est une tautologie que de le dire. Le problème, c'est que, comme on le voit avec le bio, cela risque de déboucher sur une situation où il coûte cher d'acquérir le label et de se soumettre à des contrôles. Donc, les petits producteurs, par conviction idéologique ou par calcul économique, ne voudraient pas acquérir ce label et se trouveraient du coup privés de la possibilité de se dire agroécologiques dans leur manière de produire. Alors, ils recourraient à autre chose, ils diraient agriculture raisonnée, responsable, que sais-je. Mais c'est ce qu'on voit avec le bio. Et le deuxième risque, c'est que l'on n'encourage pas un chemin de transition. Un des problèmes du bio, c'est que entre le moment où quelqu'un souhaite acquérir le label bio et le moment où il peut s'en revendiquer, s'écoule 2-3 ans, qui sont pénibles, parce qu'à la fois on renonce à l'agriculture à fort usage d'intrants, qui pourtant est la moins chère à pratiquer dans le système actuel, et en même temps on n'est pas récompensé parce qu'on n'a pas le label bio. Il faut 2-3 ans avant d'en être digne après qu'on a entamé sa transition. Et le problème, c'est que, enfin, moi personnellement, je connais beaucoup de producteurs, de productrices qui sont dans une transition agroécologique, mais qui ne sont pas au bout de cette transition, qui n'ont pas toutes leurs parcelles en transition, qui ne respecteraient probablement pas les 12 cases à cocher d'un cahier des charges agroécologiques. Donc c'est compliqué. Et une dernière difficulté, évidemment, c'est que comme la souveraineté alimentaire, l'agroécologie est une invention du monde agricole paysan, et je suis toujours un tout petit peu réticent à ce que des législateurs viennent s'approprier ce qui est au fond une invention des mouvements sociaux. C'est comme pour la souveraineté alimentaire. Voilà, mais je reconnais que le débat, il mérite d'être posé, il existe, mais c'est assez difficile à faire. Et je pense d'ailleurs honnêtement que si on demande à 3 ou 4 experts de définir l'agroécologie, on obtient 6 ou 7 définitions. Merci. Voilà. Alors, on va prendre 2 questions. N'hésitez pas à vous présenter aussi en quelques mots. Bonsoir tout. Oui, bonsoir, monsieur le discuteur. Thierry Sodel, je suis directeur général d'EcoCert France, donc on est dans la labellisation et je ne résiste pas à du coup la tentation de déminer un petit peu une chose sur les labels. Donc par exemple chez EcoCert, c'est C'est comme ça, là? Colle. donc en fait pour donc un entre guillemets petit producteur, vigneron, maraîcher, etc., c'est 400 € hors taxe. Souvent, ils récupèrent la TVA. Et c'est maximum 899 € pour les très très grandes exploitations. Et il faut que vous sachiez du coup que globalement, le marché de la certification, c'est important si on parle de chiffres, en France, c'est 60 millions d'euros pour certifier du champ jusqu'à l'assiette, 12 milliards d'euros de consommation. Donc c'est un calcul très rapide et un petit peu... Mais ça veut dire que quand vous achetez un produit de 2 €, il y a 1 centime qui a été pour aller certifier toute la chaîne et faire les 85 000 contrôles qu'on fait que chez EcoCert. Bon, donc c'est vrai que souvent je réagis à cet argument parce que j'ai pas mal de producteurs au marché qui me disent moi je n'y vais pas pour parce que c'est cher. Je suis t'es sûr. Bon, donc voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. On va prendre une autre intervention et puis après, bien sûr, on vous redonne la parole. Donc 3 interventions même. Merci. Alors moi, c'est une question d'une personne qui est en visio. Par quels moyens les marchés publics pourraient-ils davantage récompenser l'agroécologie puisqu'il y aurait alors une sorte de distorsion de concurrence?
Bonjour, moi je suis Hélène Cao, je suis d'Action contre la faim. Vous m'entendez mal? Oui, je suis Hélène Cao, je suis d'Action contre la faim. Alors merci déjà pour le débat. On m'entend mieux là ou pas? Ouais. J'avais 3 questions en fait, surtout pour vous, monsieur De Schutter, mais du coup, la première chose, c'est vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est utile de revenir sur la définition de souveraineté alimentaire et le fait que justement, c'est pas forcément la définition qui a pu être, utilisée dans le débat public en France récemment, notamment parce que je pense qu'il y a un aspect de l'agroécologie qui est aussi souligné par les mouvements paysans et que vous avez un peu évoqué, mais qui a aussi toute la dimension sociale et le lien entre les producteurs et le lien avec les consommateurs et toute cette dimension sociale qui est aussi derrière, le concept de souveraineté alimentaire, de qui choisit ce qu'on met dans l'assiette et de quelle manière on choisit, les systèmes de production. Donc du coup, je voulais peut-être juste, amener le débat aussi sur cette notion de souveraineté alimentaire et je pense que c'est un des risques que vous évoquiez de labellisation parce que quand c'est labellisé et quand c'est intégré de la mauvaise manière, dans la loi, ben, du coup, on est peut-être sur, le phénomène inverse, en fait. Et avec les labels, il y a eu aussi des vrais sujets en France sur, certains labels qui ont été mis en place et qui, du coup, sont pas forcément exactement, dans le sens de ce qu'on voudrait, je pense, en termes d'évolution. Deuxième chose, vous avez évoqué les coûts cachés, et juste, je voulais, si vous la connaissez pas, je voulais souligner une étude qui a été faite récemment, portée par le Secours catholique, le réseau CIVAM, la Fédération française des diabétiques et Solidarité Paysans sur ces coûts sociétaux. Mais du coup, pardon, je crois que j'ai anticipé, ce que Christophe aurait dit. Voilà, mais donc du coup, c'est intéressant et dernière chose, vous parliez d'un monde idéal où, du coup, on revenait avec, la cuisine chez soi et un système alimentaire, où du coup, il y avait moins de transformation et du coup, je vais vous lancer sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Mais, une des questions, c'est quand même aussi, là, on en reste au niveau individuel, si on parle de la cuisine. Or, si on veut vraiment complètement garantir le droit à l'alimentation de chacun, il y a aussi le sujet des politiques publiques et d'où est la responsabilité, de garantir les choses. Et un des sujets, je pense, en France, c'est aussi qu'on met souvent le sujet au niveau du consommateur et qu'on oublie de le remettre au niveau des politiques publiques et du droit. Donc voilà, c'était juste pour, lancer là-dessus. Alors donc merci pour, ces interventions, et Aurore, si ça te convient, je vais te proposer de commencer à répondre. On a pas mal parlé des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais assez peu des mutuelles et c'est normal parce que donc, ni Aurore ni Olivier sont, des responsables mutualistes et en quelques mots, les mutuelles, en fait, c'est assez méconnu, mais c'est un mouvement social qui existe depuis le Moyen Âge. Il a pris racine parce qu'en fait, c'était des travailleurs qui faisaient face à des potentiels, accidents du travail, des tailleurs de pierre qui bâtissaient des cathédrales et l'accident pouvait, faire, basculer la vie de la famille dans la misère. On allait dépendre de la charité pour, vivre ou survivre et donc c'est la solidarité qui s'est organisée et ça fait 5 siècles, qu'il y a ce mouvement mutualiste qui, en France, en Belgique et ailleurs s'est constitué. Aujourd'hui, c'est 1 Français sur 2 qui est protégé par une mutuelle, donc 35 millions de Français et ce mouvement mutualiste, d'une certaine manière, eh bien, c'est, un bien commun. Il dispose d'un capital confiance parce qu'il y a 2 Français sur 3 qui ont confiance dans les mutuelles. C'est, une relation de confiance qui est beaucoup plus forte, que la relation des Français avec, les partis politiques ou les médias ou les syndicats. Et ces mutuelles, en fait, certaines ont commencé à placer des fonds financiers, notamment, dans Terre de Liens. Donc, par rapport là aux questions, qui ont été abordées, moi je souhaitais aussi voir si tu pouvais éventuellement, donner des détails, tu l'as abordé, Aurore, sur, Terre de Liens, il y a l'épargne, de particuliers, mais qu'est-ce qui peut exister comme, eh bien, véhicule, financier où les mutuelles pourraient éventuellement faire des placements pour aider l'agroécologie? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses, que tu connais? Et puis, bah, je vous laisse répondre aux questions après. Oui, alors je vais faire un mini pas de côté par rapport à ce que tu dis parce qu'en fait, en écoutant Olivier, justement, je voulais vraiment réagir sur le rôle des mutuelles de santé, sur la structuration des filières. Il me semble qu'il y a un point moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le sujet de, il faut pas faire peser sur le consommateur. Le consommateur, en réalité, il est roi. S'il décide de ne plus consommer, de boycotter un produit, une entreprise,
et lui qui dicte la loi de ça. Et donc, s'il choisit de faire des choix éclairés, il a un vrai pouvoir. Le problème que l'on a, c'est la question de l'éducation populaire, c'est la question de sensibiliser à ces questions. Et du coup, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant que des mutuelles de santé, aujourd'hui, se positionnent, on a parlé de coûts cachés, sur des questions de coûts évités par des enjeux de prévention de santé, en fait. Si 55% de nos déterminants de santé sont définis par l'alimentation et notre environnement au quotidien, type le logement, alors on peut faire la démonstration de manière assez facile que si l'on mange mieux, alors on va mieux. Et si en fait on commence à avoir des vraies campagnes citoyennes, parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que systématiquement et depuis des années, on oppose nécessairement l'environnement et l'efficacité économique. Et c'est ce qui amène à des réactions comme celles qu'on a vécues, qui sont pour les gens comme nous qui travaillons dans ces métiers-là très difficiles à vivre, de voir que il y a 10-15 ans de travail sur des questions de réglementation pour limiter l'usage des pesticides et qu'il suffit de 2 sorties dans la rue pour que tout ça tombe à l'eau. Et ce qui est terrible, c'est que le grand public, il est plutôt en faveur du mouvement agricole pour des raisons justifiées, qui sont que se dit ce sont des métiers qui ont des difficultés pour vivre. C'est un des métiers, un de cœur de métier où on a le plus de suicides. Donc moi j'entends ça, mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on se dise que c'est l'environnement qui est coupable, qui est la cause de cette misère sociale du secteur. Et du coup, le fait qu'on puisse, en contrepartie, avoir des messages grand public qui visent à dire que, en fait, mieux manger, c'est aussi être moins malade, c'est donc dépenser moins d'argent public. Je trouve qu'on l'a pas encore assez fait et que les mutuelles, elles sont un super levier, enfin un levier extraordinaire pour pouvoir véhiculer ces messages-là et s'engager. Quand on est, alors on est reçu par le groupe Vive, donc je vais me permettre de faire un focus sur ce groupe-là en particulier, mais quand on est 4e bailleur social de France, forcément, on a une responsabilité sur ces questions d'alimentation. Et ce que vous avez lancé par vos programmes sur le fait de dire que, à la fois dans vos centres de soins, mais aussi et surtout dans vos logements sociaux, vous allez organiser des ateliers de cuisine, puisqu'on disait qu'il fallait se réapproprier son alimentation, qu'il fallait limiter au maximum, et ça c'est pareil, on le sait que pour des raisons de santé, il faut limiter au maximum les produits transformés à l'achat. Donc si on permet aux gens de se réapproprier ça, eh ben, je trouve que vous êtes un véhicule extraordinaire de changement de comportement. Et que, en fait, non pas pour contraindre et culpabiliser le consommateur, mais plutôt pour l'éduquer sur ces questions et l'accompagner, qu'il ne se sente pas seul, en fait, puisqu'on en a beaucoup parlé. C'est notamment aussi toutes les questions de mères célibataires qui ne vont pas avoir le temps de le faire et qui, grâce à ces ateliers cuisine, vont pouvoir se réapproprier ça en se rendant compte qu'en fait, on peut s'organiser, c'est faire face, enfin, c'est être aidé par des collectifs sur ces questions. Et d'ailleurs, la sécurité sociale alimentaire, c'est aussi ça. On voit sur ces questions d'accès à toutes et tous à l'alimentation, on voit que les structures d'aide alimentaire, elles sont quand même en grande difficulté. Elles ont de moins en moins de dons, elles ont de moins en moins de bénévoles qui peuvent les aider. Elles ont de plus en plus de bénéficiaires qui demandent, puisqu'on a des tranches de la population, je pense aux étudiants en particulier, qui n'y faisaient pas autant appel avant. Et est-ce que c'est normal, en fait, d'en arriver là aujourd'hui? Est-ce que... donc moi, je pense qu'avant même de parler d'investissement, et oui, on peut évidemment se dire que parce que des foncières solidaires, elles peuvent tout à fait recevoir de l'argent d'institutions, d'entreprises et pas uniquement des citoyens. Mais c'est pas ça qui va faire le changement profond de société. Ça va pas suffire. Et moi, je pense que les mutuelles, votre plus grand levier, c'est d'avoir accès à un Français sur 2, à 2 Français sur 3 qui vous font confiance. Et que c'est là, en fait, qu'on va faire le levier. Expliquer aux gens que un certain nombre de maladies peuvent être des conséquences de ce qu'ils mangent. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Et on le fait. Et peut-être qu'il faut trouver aussi des façons de ne pas le faire de manière culpabilisante. Parce que je pense que les gens sont aussi fatigués vu tout ce qu'ils ont à vivre aujourd'hui, vu les crises sur le pouvoir d'achat, etc. Donc essayer de trouver les bons leviers pour redonner du plaisir dans tout ça aussi. Recuisiner avec les enfants, par exemple, pour leur réapprendre l'appropriation de ça. Et je termine là-dessus et je voulais réagir sur l'une des questions, tant que j'ai la parole, sur la question de est-ce que ce serait pas une distorsion de concurrence que les marchés publics favorisent non, en fait, il existe par exemple les SPASER, les schémas de promotion d'achat socialement écologiquement responsable pour des collectivités d'une certaine taille
qui assume, et ça c'est la loi qui le dit, hein, donc c'est pas, qui assume de valoriser ces externalités positives sociales et environnementales dont on parlait. Enfin, il n'y a pas de problème en fait à se dire que on peut aujourd'hui choisir d'avoir une comptabilité, enfin une analyse économique, une valorisation autre que la seule valeur financière des choses, et qu'on peut valoriser des enjeux environnementaux, enfin des critères environnementaux, des critères sociaux dans une offre de services. Donc aujourd'hui, ça existe, la loi elle l'encadre, elle le permet, et il faut absolument le développer. On a d'ailleurs des collectivités territoriales qui sont de plus petite taille et qui ne sont pas soumises au SPASER et qui choisissent pourtant de mettre en place de manière volontariste des schémas d'achat socialement, écologiquement responsables, et qui font appel notamment à des structures de l'économie sociale et solidaire dans les territoires pour s'approvisionner. Merci beaucoup. Est-ce que, Olivier, tu souhaites rebondir sur les questions, répondre? Oui, alors je voudrais d'abord signaler la présence de Christophe Alliot dans la salle, qui dirige le bureau d'études basiques et qui peut-être pourrait nous dire quelque chose sur les coûts cachés de l'agriculture, puisqu'ils ont fait des estimations très, très intéressantes là-dessus, et ce sont des chiffres très frappants. Une des questions portait sur cette question des coûts cachés. Sinon, oui, très rapidement, en réaction aux questions, le droit européen, comme le droit français, permet d'inclure des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics, et les collectivités devraient être incitées à le faire de manière beaucoup plus systématique. Le problème aujourd'hui est moins, je crois, dans le cadre réglementaire qui a été amendé en 2014 et puis en 2024, que dans la capacité pour l'offre de suivre la demande. Je pense qu'il y a un vrai problème de gestion de la logistique intermédiaire entre le producteur et le consommateur final, auquel il faut être attentif. Voilà. Et c'est pour ça que des coopératives de producteurs permettant de rencontrer les attentes de volume seraient extrêmement intéressantes à organiser, même si ça demande beaucoup d'énergie au départ. Sur la souveraineté alimentaire, oui, c'est un peu ironique de voir comment c'est une notion qui est née quand même en 1993 de la mise ensemble de paysans du Honduras, du Pays Basque et de Belgique qui se réunissent à Mons et qui décident de dire contre la libéralisation du commerce au sein de l'OMC. Nous voulons promouvoir la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que priorité soit donnée à la satisfaction des besoins locaux sur les besoins des marchés d'exportation. Voir cette notion tellement précieuse pour nous inciter à réfléchir autrement le cadre dans lequel les politiques agricoles doivent évoluer, récupérée dans une démarche néoproductiviste, où la souveraineté alimentaire devient une obligation d'augmenter à tout prix la production de manière à pouvoir se nourrir soi-même, mais aussi à pouvoir inonder la planète de ces produits afin de rassurer les marchés nerveux de voir que certaines filières sont fragilisées par des évolutions géopolitiques. Voilà, je trouve ça ironique, je trouve ça... voilà, c'est l'hommage du vice à la vertu, j'imagine. Enfin, oui, le rôle du consommateur individuel, je crois que vous êtes évidemment tout à fait, en réalité, d'accord. Je crois que l'évolution des comportements des consommateurs doit être encouragée, et il y a différents leviers qui permettent de le faire. Je pense par exemple que le réseau d'épicerie sociale du VRAC, démarré par Boris Tavernier à Lyon, est une manière non seulement de mettre des produits de qualité à disposition des ménages précarisés, mais aussi de les inciter à cuisiner, à se réapproprier leur alimentation. Mais ce qui est vrai, c'est que la manière dont aujourd'hui le contexte de consommation est aménagé, eh bien, ne facilite pas cela. Et on n'a pas le temps de cuisiner, les savoirs culinaires sont souvent en train de se perdre, l'accessibilité, même simplement physique, pour ne même pas parler de l'accessibilité économique des produits, est parfois compliquée dans certaines villes.
On a des quartiers où les normes sociales et les solutions sur lesquelles les familles se replient ne sont pas du tout propices à la bonne santé. Mais n'oublions pas que le souci principal des parents, c'est de donner un moment de plaisir à leurs enfants au seul moment de la journée où on peut se retrouver autour de la table de la cuisine dans une atmosphère un peu détendue. Et donc, oui, on met une bouteille de coca sur la table et on donne des chips à manger parce que c'est ce qui permet, au fond, de donner une atmosphère de fête, quoi. Mettez un navet et des patates cuites bouillies à l'eau, on n'obtiendrait pas le même... Donc je crois quelque chose de très... qui va au-delà, c'est ça que je voulais dire, qui va au-delà de la simple question des prix. Pour dire les choses autrement, il est sans doute, dans bien des cas, coûteux de bien manger, en tout cas de manger bio. C'est pas vrai si on mange pas bio et qu'on mange des plats avec un grammage de viande moindre et qu'on cuisine chez soi des produits. Ça, c'est vraiment abordable. Mais il y a d'autres obstacles que simplement financiers qui font que les ménages en précarité, les familles en pauvreté, eh bien, souvent, mangent moins bien. Et malheureusement, le bien manger est à la fois le privilège des plus aisés financièrement, mais aussi des milieux culturellement les mieux outillés pour faire les bons choix. Voilà. Et ça, c'est plus difficile en fait à lever que la question des prix. Et peut-être, Martin, juste compléter sur un point, parce que Philippe, si tu me permets, j'ai été très interpellée par ce que tu as dit tout à l'heure en réunion, sur le fait que certains... Juste, pardon, pour que tout le monde comprenne, je me permets de te couper la parole. En fait, donc là, on a la 5e rencontre inspirante, qui est un format en physique et en visio, où toutes les mutuelles intéressées par le sujet sont bienvenues. Et puis, on a bénéficié à 17 h d'un petit temps avec une quinzaine d'organisations pour réfléchir à des stratégies communes ou des synergies dans les 2-3 prochaines années entre mutuelles et organisation de la bio, ESS, etc. Et donc, on a eu la chance que notamment Philippe, qui est président de la FNAB, soit présent, Thierry pour EcoCert et d'autres acteurs. Merci Martin. Oui, j'ai été interpellée par ce que tu disais sur le fait que certains de tes collègues producteurs d'agriculture biologique choisissent aujourd'hui d'enlever l'étiquetage pour ne pas créer ces réactions épidermiques auprès des consommateurs. Et en fait, je trouve que ça dit tout. Parce que si on devait se dire que les politiques publiques devaient aussi agir à certains endroits, au-delà de la question des marchés, c'est probablement d'avoir des campagnes de prévention et peut-être en lien avec les mutuelles de santé, en l'occurrence, sur en fait la réhabilitation du bio auprès du grand public, parce que tu as raison, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous ces débats justement de on en a marre des clauses environnementales, on en a marre de dire que la production agricole en France, elle est stigmatisée parce qu'elle détruit la biodiversité, la vie, etc. Ça amène en effet miroir à une décrédibilisation en fait de cette agriculture de qualité. Il fait qu'il y a une opposition en effet épidermique des gens qui disent de toute façon c'est trop cher, pourquoi vous me parlez? En fait, on peut quasiment plus débattre sur ce sujet-là, parce que dès lors que l'on dit dans les questions d'alimentation saine, dès lors que l'on parle d'agriculture biologique, dans un certain nombre de cas, en fait, on a fini la discussion à cet endroit-là. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème qu'il va falloir qu'on résolve, parce que c'est pas normal en fait que depuis 2 ans, on soit en train d'observer une diminution de la surface agricole biologique en France. Ça pose quand même un vrai cadre, au-delà de la question évidemment qu'on a déjà abordée des aides de la PAC, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond, parce que qui fait la différence, c'est justement les consommateurs au monde, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, un citoyen qui est consommateur dans sa vie personnelle, et puis il travaille en entreprise, en collectivité, etc. Donc il est décisionnaire des orientations qu'on donne aussi. Et là, je pense que oui, il faudrait quand même interpeller largement la puissance publique. Enfin, ça montre en tout cas que une certaine agriculture pèse aujourd'hui suffisamment fort pour orienter, pour éviter que le ministère, par exemple, de l'Agriculture, soit capable de porter des campagnes de communication suffisamment fortes auprès des consommateurs pour réhabiliter le bio, alors qu'on en a grandement besoin vu l'attitude aujourd'hui.
Je me permets de rebondir parce qu'on cite les pouvoirs publics. Je tiens juste à signaler, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, que donc on est aujourd'hui 20 groupes mutualistes qui protégeant 6 millions de Français à demander à Matignon et à l'Élysée l'application de lois existantes mais non appliquées. La loi Egalim, la loi sur l'évaluation des pesticides. Et puis, on demande à ce que le scénario de l'INRA pour une Europe 100% agroécologique et une France en 2050 soit mis en œuvre. Ça fait 1 an qu'on demande à être reçus et nous ne sommes toujours pas reçus. Je ne vais pas citer des noms, mais on a des contacts directs avec des conseillers de Macron. Ils lisent tous nos messages et ils nous ignorent totalement. Au moment où on a 23 millions de Français qui ont une ou plusieurs maladies chroniques, et chaque année en France, c'est un demi-million de Français qui déclenchent un cancer. Et les 2 cancers les plus en augmentation sont des cancers hormonodépendants. Et on sait que dans les pesticides, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens importants. C'est pour vous dire à quel point il y a une omerta énorme. C'est-à-dire que là, on parle souvent du trou de la sécurité sociale. Par exemple, la sécurité sociale, c'est 2 fois le budget de l'État, c'est 600 milliards chaque année. Le trou de la sécurité sociale, il est de l'ordre de 20 milliards chaque année. Les 2 tiers du trou de la sécurité sociale, c'est lié à l'assurance maladie. Et les 2 tiers des dépenses de l'assurance maladie, c'est les affections longue durée. Et nous, chaque année en France, les mutuelles sont concernées comme l'assurance maladie, avec une hausse des dépenses de santé, parce que les gens sont de plus en plus malades. La réponse mutualiste aujourd'hui, numéro 1, c'est d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est le rapport de l'adresse. L'adresse, c'est l'agence de l'État qui s'occupe de prospective pour le ministère de la Santé. Et à l'horizon 2030, donc c'est demain, dans 5 ans, c'est plus 20% d'augmentation des cotisations, plus 20% d'augmentation des dépenses de soins de santé. Et aujourd'hui, nous, tout notre but, les mutuelles, c'est que là, on est à 4 millions de personnes protégées qui sont formellement membres de l'association des mutuelles pour la santé planétaire. Il y a des mutuelles qui viennent uniquement des fois signer les demandes à l'Élysée ou à Matignon, notamment à Pivia Massif Mutuel. Donc on arrive à 6 millions de personnes protégées. C'est quand même 1 Français sur 10 et on est totalement ignoré. On aurait dû être reçu à Matignon au mois de juin. La dissolution a balayé le rendez-vous. Et depuis, nous, de manière stratégique, on arrête de faire des demandes et de ne pas être reçu. On va vers la population, dans l'espace public, essayer de faire un tour d'Europe pour que soit incontournable le fait qu'on soit reçu. Et ce qui est fou, c'est qu'on demande en fait l'application de lois existantes qui sont bafouées. Mais effectivement, Christophe, si jamais tu veux donner un éclairage sur les coûts cachés de l'alimentation industrielle. Donc, c'était un appel aux mutuelles qui veulent nous rejoindre ou contribuer au petit budget de 200 000 € par an de la cagnotte commune des mutuelles. Bonsoir à tous, je fais un test, oui, ça va. D'abord, oui, pour me présenter, je m'appelle Christophe Alliot et je suis président du BASIC, donc la coopérative qui a mené la recherche qui a été évoquée pour le Secours catholique CIVAM, Fédération française des diabétiques et Solidarité paysans. Du coup, pour rebondir sur la proposition, l'interpellation d'Olivier, qu'est-ce qu'on a mis en avant dans cette étude? Je vais vous faire plutôt un regard économique, mais je pense qu'il va rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. La première des choses qu'on a été regarder, c'est est-ce qu'il y a des dépenses sonnantes et trébuchantes dans les comptabilités de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales et de l'Union européenne, des vraies lignes qu'on arrive à identifier en lien avec des conséquences négatives du système alimentaire. Donc la façon dont les gens s'alimentent, les produits auxquels ils ont accès, leurs pratiques de consommation. Et on a été prendre uniquement la quote-part qui est vraiment liée en fait au système alimentaire, pas au fait que par exemple on fasse pas assez de sport, qu'on soit trop sédentaire, etc. On a vraiment focalisé sur la partie alimentation. On est tombé sur 19 milliards d'euros, dont 12 milliards pour la partie santé, portée par, du coup la sécurité sociale. Donc là déjà on a une première base d'informations qu'on peut réutiliser. On n'a pas que ça, on n'a pas que la santé, on a aussi un énorme paquet d'argent public. Je pense que ça fait écho à ce que tu disais, Olivier. On n'a pas été regardé que la partie agricole, mais tout le long de la chaîne. Donc, bien sûr, la partie santé, c'est beaucoup au niveau de la consommation, essentiellement, même s'il y a un peu côté agricole aussi. Il y a aussi toute une partie de filets sociaux. On en a pour un paquet de milliards qui se rajoutent. On vient compléter parce que les rémunérations sont insuffisantes. Des personnels de caisse en supermarché, des personnels de logistique, dans l'industrie agroalimentaire, dans la restauration. On vient avec notre argent public venir encaisser le choc de gens qui sont payés à la moitié du SMIC.
Pourquoi? Parce que c'est bien sûr du temps partiel subi, ou des gens en travail temporaire qui ne savent pas du jour au lendemain pour qui ils vont travailler le lendemain matin. Donc tout ça, plus un petit bout donc santé, ça, un petit bout de partie environnementale, parce que c'est pas si énorme ce qu'on dépense pour ça, on met ça sous le tapis encore aujourd'hui, 19 milliards. Mais du coup, je voudrais rebondir sur la distorsion de concurrence. On n'a pas fait que ça dans notre méthode, ça c'est qu'une partie des coûts sociétaux. L'autre partie, c'est combien on met d'argent dans le système. Et on entend parler que de la politique à l'école commune. Eh bien, on a bien tort, parce que la politique agricole commune, c'est 9 milliards d'argent public. En fait, on met chaque année dans tout le système alimentaire, si on regarde pas seulement la partie agriculture, mais tout le reste de la chaîne, on met en fait 48 milliards en 2021, même 52 milliards l'an dernier. Comment on passe de 9 à une cinquantaine? Eh bien, toutes les exonérations fiscales, cotisations sociales et beaucoup de subventions à tout le reste des maillons. Et maintenant, on va arriver à distorsion de concurrence, puisqu'on met le sujet sur la table. On a été plus spécifiquement regarder deux choses. On a regardé comment fonctionne l'équation économique du producteur agricole et productrice agricole jusqu'aux consommateurs, consommatrices que nous sommes. Et on s'est aperçu que sur ces 48 milliards, il y a 40 milliards d'euros qui va à ce qu'on appelait des chaînes de valeur indifférenciées. C'est des chaînes de valeur où les prix sont faits de telle sorte que de toute façon, ça va être au détriment de la partie agricole. Comme le disait très bien Olivier tout à l'heure, ça va être des prix bas et fluctuants, quel que soit ce qu'ils produisent. Parce que la création de valeur, elle est faite sur du marketing et de la publicité. Absolument à aucun moment sur la qualité du travail du producteur, ou si une qualité de standardisation qui fait que tous les producteurs du monde, si possible, sont mis en concurrence pour le même produit, ce qui était très bien expliqué. Donc il n'y a aucune échappatoire à l'agriculteur là-dedans, ou à l'agricultrice pour pouvoir vendre mieux. Ben, cette façon de fonctionner là, c'est 40 milliards d'euros de nos subventions publiques et de nos exonérations qui y vont. Donc on met chaque année ce chèque-là avec notre argent en France. Et donc la question, allons jusqu'au bout, combien est-ce que les entreprises de ces chaînes de valeur arrivent à remonter d'argent à leurs actionnaires? Les entreprises de tout ce système-là, petites, moyennes, grandes, de l'industrie, des supermarchés, des magasins, des restaurations, tout ça, ils remontent 25 milliards à leurs actionnaires. Nous mettons 40 milliards d'argent public, on est bien d'accord? Ils arrivent à tirer des bénéfices 25 milliards. Donc ils ne sont pas rentables sur notre argent public. C'est une économie sous perfusion. Et ça, c'est 90% de toutes les dépenses alimentaires en France. Donc nous alimentons chaque année, avec notre argent public, une distorsion totale de concurrence, où nous n'avons pas fait des champions. Il y a 20 ans, oui, plus aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, on a ouvert les frontières, on a mis une concurrence débridée en place. Je ne suis pas forcément pour la fermeture, mais en tout cas au moins pour voir les clauses qu'on met derrière, pour qu'on soit clair. Mais en tous les cas, nous avons animé une distorsion de concurrence. Donc forcément, après, on peut s'étonner du fait qu'on se récupère des problèmes. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de prix rémunérateur, il n'y a pas de miracle. Les producteurs, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ce n'est pas pour enlever la responsabilité peut-être de certains, une minorité, mais n'empêche que c'est ça l'équation dans laquelle on est. Du coup, quand on va commencer à regarder les solutions, c'est plutôt pour compléter ce qui a été dit. Comment on encadre ces chaînes de valeur-là? Quand on met 40 milliards sur la table chaque année, est-ce qu'on n'est pas en droit de demander du coup quelques conditions? Cet argent, pourquoi? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Et du coup, peut-être aller dans le sens de ce que propose Olivier, de dire, quitte à mettre cet argent, accompagnons de la transition. Mais du coup, mettons des règles. C'était un gros mot jusqu'à il y a peu de temps, c'est peut-être de revenir à l'ordre du jour, qu'on puisse mettre des règles, mais à partir du moment où nous, on rentre la partie économique, tout simplement, en fait. Parce que c'est de l'argent sans règles qui est mis, et on nous dit tous les jours on a un problème de dette. Ben, en effet, quand vous mettez 19 plus 48, vous tombez un peu en dessous de 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est 1 euro sur 15 de tout l'argent public français, y compris Sécu, etc. C'est de ça dont on parle. Donc en fait, au moment où on a un trou de plusieurs dizaines de milliards d'euros, en fait, on a trouvé une partie de l'argent. La question, c'est de savoir comment on l'utilise. Et du coup, je ne peux pas ne pas finir sur deux choses. Ces chaînes de valeur qui nous coûtent cher, ces acteurs qui nous coûtent cher et qui ne sont rentables que parce qu'il y a notre argent public, c'est ce que met en exergue l'étude, ils mettent sur la table chaque année 5,5 milliards d'euros de publicité, dépenses publicitaires, pour entretenir le système. C'est 2000 fois plus d'argent que l'argent public pour l'éducation et l'alimentation. Donc on peut parler d'éducation populaire, je suis complètement d'accord. Si on n'encadre pas les 5,5 milliards, en plus il faut regarder la qualité, ce n'est pas qu'une question d'argent. Aujourd'hui, la capacité qu'il y a avec des euros mis dans la communication par Internet, par les réseaux sociaux, est démultipliée en termes de capacité en fait, d'impulser en fait, des consommateurs, auprès des consommateurs des pratiques d'achat. En fait, on est sur des outils qui sont beaucoup plus redoutables qu'autrefois sur les nouvelles générations pour leur dire ce qu'il faut faire. La deuxième chose qui est derrière cette publicité qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, c'est la question de la guerre des prix. Et là, on ne la comprend pas. Alors, c'est que cette partie-là, parce que je suis d'accord avec Olivier, il y a beaucoup d'autres facteurs.
sur le mal manger, mais en fait, il faut comprendre que la grande distribution, c'est pareil, c'est des choses qu'on documente dans l'étude. Quel est le modèle économique? Il ne faut pas se tromper, en fait. Le modèle économique des entreprises, c'est qu'il y a tout un tas de produits qui sont vendus à perte. Et ce n'est pas que les premiers prix, c'est tous ces produits qui sont petits nombres, mais qui font le cœur de rentabilité, qui font à peu près 40% de toutes les ventes, qui font l'essentiel de la rentabilité de l'industrie agroalimentaire française, qu'on peut appeler des best-sellers. On les connaît tous. Alors, désolé, je cite des marques, mais c'est du jambon Herta, c'est du camembert président. Vous en avez plein, les bouteilles de Coca, les bouteilles de Pepsi, je peux vous avez l'eau cristalline, voilà. C'est des best-sellers. Ça fait presque la moitié des ventes. Sans ça, l'industrie alimentaire ne tient pas. Et pour aller dans le sens de ce qu'on disait, ça, c'est pas des lentilles du puits et c'est pas des légumineuses, c'est pas des fruits frais, c'est du gras, du sucre et du sel, parce que c'est ce qui se vend. Mais c'est comme ça qu'on nous fait venir et c'est comme ça qu'il y a une machine qui tourne, en fait. Et tout est construit comme ça. Et sur ces produits-là, autant l'industrie est rentable, autant la grande distribution, elle est à perte. Et vous avez beau mettre tous les Galim de la Terre, en fait, aujourd'hui, ils ne peuvent pas couvrir leurs coûts de magasin. Les chiffres sont assez clairs, on les remet dans l'étude, ils sont démontrés depuis longtemps. Donc, sur quoi ils se refont des marges? Sur la bio. Donc, en fait, on s'étonne aujourd'hui de dire le consommateur, il est parti de la bio. En fait, c'est logique. Vous vendez un camembert président à quasi zéro, enfin, à perte pour la grande distribution. Et après, on va dire, bah oui, mais le consommateur, il va être, bah oui, il va pas, c'est sûr, en fait. Tant que ça, on n'a pas réussi à l'encadrer, je n'ai pas la solution. Hein. Mais au moins qu'on parle des faits et qu'on les pose sur la table. Après, il y a des emplois à la clé. Hein. Toute la partie distribution, on est sur 600, 700 000 emplois. Il faut rajouter les gens des magasins, en restauration aussi. On a 3 millions d'emplois hein, derrière tout le système alimentaire en France. Donc, c'est pas facile, en fait. On ne peut pas comme ça casser le jouet de la rentabilité. Mais force est de constater il faudrait voir, pour au moins le constater avec ces acteurs-là, on a un problème de modèle économique tel qu'il est construit, qui est entretenu par notre argent public, qui nous crée les problèmes que tu disais très bien. Donc, si on veut commencer à reprendre dans le bon sens, en fait, est-ce qu'on peut être amené, à rediscuter de modèle économique? Est-ce qu'on peut être amené à rediscuter filière? Bien sûr, celle de l'agroécologie, mais pas seulement, les autres aussi. Est-ce qu'on peut parler de règles et de contraintes pour essayer de s'en sortir collectivement, plutôt qu'aujourd'hui, essayer que le meilleur gagne? C'est pas sûr que ce soit la société, quoi. Merci. Et j'en profite pour dire qu'il y a un projet de formation pour toutes les mutuelles intéressées en septembre, notamment avec Christophe, le bureau d'études Le Basique, et Génération Future, qui est spécialisé sur les pesticides. Et d'ailleurs, on va vous donner la petite présentation, on va vous la donner. Est-ce que vous voulez rebondir sur l'intervention de Christophe, ou est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Moi, ça m'intéresserait qu'il y ait des mutualistes qui éventuellement puissent partager comment ils perçoivent tout ce qui est exprimé, quels obstacles ils rencontrent en interne pour faire avancer le sujet quand ils sont convaincus. Qu'est-ce qui fait que quelque part les mutuelles, en tant que mouvement mutualiste, n'ont pas pris à bras-le-corps, on peut dire, ce sujet des dégâts de l'agriculture industrielle ces dernières décennies? Rachel Carson, c'est 1962, Printemps silencieux. Donc là, on est plus de 50 ans après. Elle annonçait déjà l'effondrement de la diversité des insectes, etc. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, en l'occurrence, dans ces rencontres inspirantes, c'est que les mutuelles, elles s'emparent massivement de ces sujets. Et elles ont dans la loi aussi un rôle de prévention et pas que de remboursement de soins. Donc voilà, s'il y a des envies de témoigner au sein des mutuelles, vas-y. Tout à l'heure, j'ai entendu, il y avait un des freins, c'était l'impossibilité pour les petits producteurs à répondre à la demande qui peuvent être celle des collectivités. Et la semaine passée, on est allé se promener en Belgique dans le cadre de préparation du Tour d'Europe. Et on est tombé à Charleroi où il y a un hub qui est en train de se construire, qui va être mis en service prochainement, où justement, le but, c'est de rassembler tous ces petits producteurs qui pourront amener leur matière première dans cet établissement, qui sera géré, de ce que j'ai cru en comprendre, parce que la ville de Charleroi a investi dedans. Et donc, ils vont pouvoir mettre un outil à disposition de tous les producteurs, du petit au moins petit, de manière à ce que tous donc la culture, tout ce qui sera issu, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, seront centralisés dans ce bâtiment. Ils pourront être mis à disposition en premier, c'est la restauration collective qui va être visée.
mais aussi l'espoir de toucher la restauration privée, les restaurateurs, qui pourront venir se fournir en fruits et légumes, alors en produits frais, c'est-à-dire le produit, ils viendront chercher leurs pommes qui seront là, et ça sera naturellement des produits qui seront issus de l'agriculture biologique. Mais au niveau des légumes, c'est des produits qui pourront être préparés, c'est-à-dire qu'ils viendront les chercher et ils seront fournis directement pour pouvoir les mettre en préparation, donc retourner vers quelque chose de sain. Et donc, ça, derrière, ça peut être un rôle de l'économie sociale et solidaire de créer cette structure. Je ne sais pas trop son statut, parce que j'ai pas trop bien... C'était long à... Mais on voit qu'il y a des réponses à ces freins là, qui peuvent être justement pour favoriser la consommation. Et effectivement, moi j'ai trouvé c'était super intéressant le fait de pouvoir permettre de grouper. Là, alors, ils nous ont montré le bâtiment, je crois qu'il va sortir au mois de juin, juillet, je crois, où il y a des réponses, quoi. Et peut-être que justement, nous, en tant que mutuelle, mais là je dis nous parce que c'est pas moi avec ma petite mutuelle, parce qu'on est vraiment une petite mutuelle, hein, il y en a des grosses, il y en a des moyennes, mais nous on est une petite. Mais nous, notre idée, c'est effectivement d'essayer d'apporter quelque chose, déjà d'arriver à convaincre les élus dans les mutuelles, parce que comme l'a dit Martin, hein, pourquoi les mutuelles n'ont rien fait depuis qu'elles savent, parce que tout le monde sait. Parce qu'elle ne considérait pas que c'était un sujet qu'ils devaient porter et qu'ils étaient plus intéressés à combien on va faire, quelles prestations on va pouvoir offrir au moindre coût pour les cotisations, alors qu'en fait, le message que depuis 4-5 ans on essaye de faire passer, tout le monde que j'essaie de faire passer, c'est qu'effectivement les coûts évités, alors malheureusement, les coûts évités, on ne les mesurera pas demain, après-demain, il y a une certaine période à attendre, mais collectivement, si on s'attaque vraiment aux causes, on fera changer le schmilblick, et puis en essayant de contribuer avec nos petits moyens, si on peut, apporter des réponses, et peut-être que l'ESS pourrait porter ses projets avec la mutualité, mais là, il y a encore beaucoup à faire, hein. Ouais, il en existe quand même déjà des solutions comme ça de mutualisation logistique dans l'ESS. Je pense à Palette Paysanne, par exemple, dans le Morbihan, qui est une association qui, justement, a pour but de mutualiser la logistique pour pouvoir faciliter à des producteurs locaux la mise en commun et la livraison ensuite en restauration hors domicile. Donc ça permet justement de faire ce changement d'échelle sans trop peser sur le modèle économique de chaque producteur, et puis en donnant plus de visibilité. Il y a la même chose... je vais avoir un trou sur la ville, pardon, mais il y a la même chose dans les Alpes qui permet justement de faire redescendre toute la production paysanne de la montagne vers la ville. En vallée, et donc ça c'est pareil, c'est une coopérative qui porte ça. Les producteurs se sont mis en commun et permettent du coup de créer des chaînes logistiques, mais où là pour le coup il n'y a pas 50 intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a 2 mailles, il y a la production, la partie logistique et puis le consommateur, quel qu'il soit, professionnel ou ménage. Est-ce qu'il y a des envies de témoignages au sein de vos mutuelles, pour les gens qui sont dans des mutuelles? Moi, j'ai une question pour Viv, parce que je trouve qu'il y a un super exemple réussi d'établissement où vous avez dit que vous avez réussi une transformation au niveau d'où est venue l'impulsion? Est-ce que c'est des salariés de l'établissement en question? Est-ce que c'est un élu? Comment il y a eu ce déclic? Parce qu'en fait, la preuve par l'exemple, c'est souvent le levier le plus puissant. Et donc, comment ces choses se sont faites? Est-ce que vous avez ou pas l'information? Bonjour. Du coup, cet établissement, vous pouvez le retrouver, du coup, il y a pas mal d'informations qui sont disponibles dessus en ligne, mais en fait, de manière, je vais dire, il y a 2 choses. Ce qui crée du mouvement, c'est en France, il y a la législation. En fait, les réflexions s'organisent autour des Galim à partir de 2018, de se dire, il y a des objectifs législatifs hyper intéressants qui font le lien entre alimentation durable et santé. Dans des établissements, on va avoir une patientèle fragile, des EHPAD, des SMR, du soin oncologique, du palliatif, etc. Il y a à la fois un enjeu métier de traiter l'alimentation comme un déterminant de santé, mais il y a aussi un enjeu politique. Quelle alimentation on veut fournir
aux personnes fragiles dont on a la charge. Et la deuxième, c'est la contrainte de l'urgence. C'est des fois, il y a des accidents. Ce qu'on appelle par exemple une TIAC, qui grosso modo, voilà, c'est un problème lié à l'alimentation où les gens tombent malades. Voilà, ça arrive. Et ça, c'est des situations du coup qui permettent de faire accélérer certains dossiers. Et donc aujourd'hui, ces deux éléments en fait ont permis justement de travailler, de se dire bon ok, on dépendait de la restauration collective. Comment est-ce qu'on repense notre modèle en réinternalisant justement le risque, en développant une vraie cuisine avec un vrai chef au sein du coup de notre établissement. Comment est-ce qu'on repense notre implantation et notre lien entre la question du soin et de la santé avec l'alimentation. En fait, tout ça, ça a amené justement 5 ans d'expérimentation quand même, parce que c'est dans le sud de la France, et donc pas très loin de Tarbes. Et donc toute cette transformation, ça a pris justement 5 ans d'expérimentation, pour plusieurs raisons. Un, c'est pas le métier d'une direction d'établissement de gérer la restauration. En fait, on parle de secteur vraiment en tension, avec de gros enjeux financiers, entre autres, de recrutement. On parlait de la restauration collective, c'est 100 000 emplois. Il y a 10 000 emplois à pourvoir, énormément de turnover, beaucoup de sujets. Dans le sanitaire et médico-social, c'est 50% du volume de repas quotidiens à l'échelle nationale, avec tout autant d'enjeux sur les chaînes d'approvisionnement, sur les budgets, etc. Mais ce qui est intéressant de voir en tout cas sur ce type d'initiative, c'est de se dire qu'en fait on s'appuie quand même toujours sur de la contrainte qui génère justement du changement. Ce que je trouve, en tout cas ce qui a été relevé, ce qui a été intéressant dans le modèle développé, ça a été justement de voir un établissement qui a développé une vraie innovation organisationnelle, parce qu'on voit vraiment à la fois les équipes de cuisine, les diététiciens, les producteurs, les éleveurs, les patients, les cadres de santé, les équipes de ménage qui travaillent main dans la main sur justement construire ce modèle. Et c'est à la fois extrêmement pertinent sur le modèle de soins proposés, mais aussi sur la gestion de l'ensemble de l'établissement. On parle de gaspillage alimentaire. Le modèle qui a été repensé autour justement du modèle de gestion de l'alimentation a permis des économies assez importantes sur ce qui était de l'ordre du budget de gaspillage alimentaire. De la même manière, en fait, aussi sur la partie des compléments alimentaires, c'est des chiffres que vous pouvez trouver en ligne, mais voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà. Bref, c'était pas le sujet, mais donc je vais pas trop continuer, mais en tout cas, voilà, les deux leviers d'amélioration, ça fait partie, donc les objectifs législatifs et puis parfois des accidents de parcours avec un prestataire où ça se passe pas très bien. Voilà. Merci. Justement, les délais étaient un peu courts, mais on a prévu à l'Association des mutuelles pour la santé planétaire de valoriser, faire connaître cette initiative mutualiste de transformation de la cantine et d'internalisation. Et tu avais dit aussi tout à l'heure à 17h que notamment parce que la cuisine avait été internalisée dans l'établissement, qu'il y avait peut-être plus de sens pour les gens qui étaient à servir les repas et qu'il y avait 2 ou 3 fois moins de turnover depuis la transformation que par le passé. C'était aussi intéressant comme signe de bonne santé ou de meilleure santé de l'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, juste sur l'aspect santé en restauration collective, la question de la détergence écologique aussi, où nous on a pu observer dans l'observatoire qu'on anime avec l'association En Plus Bio notamment, donc depuis quasiment 10 ans, aussi une réduction en fait des arrêts qui est liée à la question de la détergence écologique. Donc pour les personnels qui nettoient, qui travaillent dans les cuisines, c'est aussi un sujet au niveau santé, pas que l'aliment. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, des réactions? Alors, une intervention. Et je crois que tout à l'heure, vous avez demandé et je ne vous ai pas vu. Merci. Non, parce que je ne suis pas une mutuelle, je suis juste une conseillère municipale. Donc voilà. Mais avec délégation de l'ESS et de résilience alimentaire. Donc
Je trouve qu'il y a juste un sujet qui est un petit peu passé rapidement à la trappe, c'est celui justement de l'importance de la biodiversité et en particulier la biodiversité des sols. On parle beaucoup des abeilles et c'est très, très, très important, mais la biodiversité des sols, c'est juste vital. Et je trouve que ce qui n'est pas assez dit et pas assez poussé, c'est l'enjeu de l'avenir. C'est-à-dire que en continuant à mettre des pesticides, on est en train de stériliser les sols, de tuer la biodiversité. Et je veux dire, si un jour on pouvait la remettre en place, la refaire, ça prendra des siècles. Enfin, c'est très très long. Alors que d'empêcher qu'elle soit détruite, c'est vraiment un des enjeux les plus importants, me semble-t-il. Merci. Aurore et Olivier, si vous voulez rebondir sur la biodiversité dans les sols. Ouais, sur ça, il existe un certain nombre d'initiatives. Donc, on va avoir des initiatives de replantation de haies, on en parlait tout à l'heure, mais qui vont justement lutter contre l'érosion des sols, qui vont protéger du vent et qui par ailleurs protègent aussi les bêtes en cas de canicule, par exemple. Donc ça, l'ESS, elle est quand même assez présente sur ces questions. D'ailleurs, elle le pense à l'échelle paysagère vraiment et aussi sur les questions énergétiques, puisque ça permet de faire le lien. On a une SIC en Normandie, par exemple, qui s'appelle Beau Énergie Bocage et qui permet de replanter des haies, mais aussi de valoriser cette production sur des énergies de chauffage renouvelables. Évidemment, on n'en a pas parlé là parce que c'était moins le focus, mais l'ESS, elle a été toujours pionnière sur les questions d'éducation populaire justement à l'environnement et donc toutes les associations environnementales, des mouvements type France Nature Environnement ou du réseau, des réseaux graines en région et donc du réseau FREN au niveau national, sont des leviers énormes pour à la fois sensibiliser et en fait recréer du lien à la nature parce que si on crée du lien à la nature avec les personnes, en fait, de manière induite, ça les amène à plus en prendre soin puisqu'en fait, elles sont reconnectées à ça. Mais surtout, elles mènent des projets de renaturation, de restauration d'écosystèmes. Par exemple, France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté replante des haies sur des parcelles agricoles. D'ailleurs, dans l'agroécologie, on peut aussi parler, et on en a parlé en introduction tout à l'heure, des questions d'agroforesterie, justement, pour associer ces questions-là. Et puis, il y a toute la partie, et ça, on peut espérer que la réglementation européenne et française va permettre de déployer ça. C'est la question du retour au sol, en fait, puisque si j'ai pas bouclé la boucle tout à l'heure, mais il manquait la partie valorisation organique. Et puis j'ai oublié aussi la chaîne de lutte contre le gaspillage alimentaire où les structures de l'ESS sont extrêmement présentes quand on sait qu'on gaspille 30 kg par an par habitant de nourriture, dont, si je ne dis pas de bêtises, 12 kg non déballés. Les structures, elles agissent sur ces questions pour faire de la transformation, mais elles agissent aussi de plus en plus sur les questions de collecte de proximité des biodéchets. Et donc, elles pensent des systèmes intégrés à l'échelle des territoires pour permettre le retour au sol de la matière organique. À la fois par des plateformes de compostage qui sont aussi des leviers très forts d'éducation populaire, puisque le réseau Compost Citoyen, par exemple, qui est un réseau associatif, va vraiment aller au contact des citoyens. Et donc, en fait, je trouve que remettre les mains dans les déchets organiques et faire son compost, c'est aussi se réapproprier son alimentation et moins gaspiller sur les questions alimentaires. Donc, ça fait vraiment l'ensemble de la chaîne. Et puis, vous avez aussi des projets plus locaux. Les acteurs de l'ESS sont vraiment sur toute la chaîne puisqu'ils sont aussi sur des questions de méthanisation de proximité. Et vous avez une entreprise comme Moulineau, par exemple, qui fait de la collecte de biodéchets chez les restaurateurs et qui ensuite le méthanise. Et donc, le digestat repart au sol. Donc, c'est aussi comment on arrive à retrouver des chaînes de valeur. Et depuis le 31 décembre 2023, il y a une obligation réglementaire pour toutes les collectivités de cette collecte sélective des biodéchets. Donc, on peut espérer qu'on va pouvoir, puisque c'est le terme à la mode, réindustrialiser des filières de compostage pour ce retour au sol et amender plutôt avec des déchets organiques qu'avec des intrants. Merci. Olivier, la vie des sols, est-ce que tu veux compléter Et aussi peut-être la restauration. Parce que moi, là, quand vous avez exprimé, il faut des siècles, une fois qu'un sol est devenu stérile ou qu'il est extrêmement pollué, c'est vrai qu'on a la chlordécone
où on voit que les cycles de demi-vie des métabolites peuvent durer des décennies avant de... On parle des polluants éternels aussi qui sont présents dans un certain nombre de pesticides, mais est-ce que tu as des informations sur comment l'agroécologie, quand elle est pratiquée sur des sols où il y a eu pendant 20 ans de l'agriculture intensive, comment se restaurent les vers de terre, la vie des sols? Est-ce que tu souhaites t'exprimer là-dessus? Non, il faudrait des spécialistes de microbiologie des sols, ce que je ne suis vraiment pas, mais je crois que c'est effectivement un problème très sous-estimé. Et d'ailleurs, une proposition de directive sur la santé des sols que la Commission européenne a cherché à mettre en avant depuis maintenant 15 ans, n'a jamais été, au fond, étudiée par les gouvernements qui sont censés l'adopter, qui pourtant avait pour intention d'obliger les gouvernements à mesurer de manière à pouvoir prendre des mesures de remédiation, justement, la santé des sols, notamment le contenu en matière organique et la diversité biologique dans les sols. Je crois que c'est vraiment important. C'est de là que tout part. Les pratiques d'agriculture industrielle nous entraînent dans une sorte de cercle vicieux où, parce que les sols perdent de leur fertilité naturelle, on veut booster leur productivité à force d'engrais azotés toujours plus puissants, ce qui accentue encore la perte de vie biologique et rend alors la restauration encore plus difficile. Donc voilà, il y a des exemples de sols qu'on a pu quand même régénérer, notamment grâce à des pratiques d'agroforesterie ou de plantation de légumineuses, mais ça n'est pas aisé, surtout quand des machines lourdes ont compacté les sols qui deviennent finalement du sable, quoi. C'est ça qui menace beaucoup de sols. J'ai malheureusement pas de chiffres sous les yeux, mais la France, y compris, est affectée par ça, oui. Merci. On s'approche de la fin de notre échange. Je propose une question surprise que je n'avais pas présentée aux intervenants. C'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez que le mouvement mutualiste ait réalisé en 2030? Donc, sur les 5 ans à venir, on est en 2030 et le mouvement mutualiste s'est positionné par rapport à ce sujet d'un nouveau cap alimentaire et agricole. Et qu'est-ce qu'il a réalisé? Quelle était sa contribution? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si vous avez envie de faire cet exercice de manière spontanée? Le mouvement mutualiste, donc c'est un Français sur deux protégé. Au niveau français, au niveau européen, c'est 245 millions de personnes protégées. Et il y a une association internationale des mutuelles qui est basée à Bruxelles. Et donc, pour l'instant, il y a des initiatives ici et là. Ça commence à se cristalliser, mais c'est le début. Et voilà, petit exercice d'imagination. On est en 2030. Le mouvement mutualiste a contribué fortement. Qu'a-t-il fait? Je suis plus mal à l'aise, je vais répondre le premier. On a le droit de voter. Non, et la raison, c'est que je connais malheureusement, je plaide coupable assez mal le mouvement mutualiste et ce dont il est capable. Pour moi, la porte d'entrée la plus facile à emprunter pour opérer ces transformations que nous appelons de nos voeux, c'est quand même l'école. Et pas l'école au sens où on compte sur les générations futures pour faire la différence, ce qui est malheureusement souvent le résultat de certains débats de société. Mais l'école parce que, c'est un lieu où tous les groupes socio-économiques sont représentés, donc on peut toucher tous les milieux à travers l'école. 2, la santé des enfants est très sensible, évidemment, aux pesticides, encore plus sensible que celle des adultes. C'est une vulnérabilité plus grande. Et 3, qui
qui peut nier l'importance de protéger les enfants contre des produits qui sont nuisibles à la santé? Je crois ensuite et enfin que les écoles sont mais j'ai commencé par cela en réalité, sont un lieu à partir duquel on peut amener les enfants à poser des questions dans leur famille, au départ de ce qu'ils reçoivent dans les cantines. Donc moi, le vœu que je formulerais, c'est que le mouvement mutualiste lance une campagne pour que toutes les cantines scolaires deviennent bio. Voilà. Et je crois que cela stimulera des conversions vers le bio d'un grand nombre de petits producteurs, et cela permettra de donner à la filière des débouchés dont elle manque cruellement. Parce que ce que Aurore tu disais sur les surfaces cultivées en bio qui se rétrécissent depuis 2022 est effectivement particulièrement inquiétant. Mais c'est notamment lié au fait que la demande de bio s'écroule. Ce n'est pas l'offre qui fait défaut. C'est aujourd'hui, il y a des producteurs bio qui ne savent plus comment écouler leur production. Et donc, je crois que c'est vraiment le levier par excellence que je recommanderais d'utiliser. Merci. Donc ça tombe bien parce que dans la salle, il y a notamment et en visio des gens de la MGEN, qui est la mutuelle qui est en lien avec les écoles. Et qu'est-ce que tu pourrais souhaiter? Moi, je souhaiterais que, puisque vous avez un certain nombre de centres de soins, de logements sociaux, que vous ayez en 2030 tous les marchés d'approvisionnement alimentaire soient faits auprès de structures d'alimentation locales et durables. Parce que là, on fera à la demande pour permettre de continuer à développer les filières durables. Merci beaucoup. Est-ce que, Florian, tu veux dire un mot aussi en conclusion? Non? Ok. Moi, peut-être, je vais vous donner un dernier mot. Donc là, c'était notre 5e rencontre inspirante d'affilée. Olivier donc de Scooter nous avait accompagnés pour le lancement donc de l'association des mutuelles pour la santé planétaire à Lyon le 9 octobre. C'était aussi le lancement de la levée de fonds qu'on a initié à Lyon en ta présence. Du 9 octobre au 7 février, donc on a eu plusieurs mois de mobilisation très forte des mutuelles. Il y a une vingtaine de mutuelles qui ont pris un engagement de verser donc 60 000 € par an pendant 3 ans. Donc ça nous fait de l'ordre de 200 000 €. Par contre, notre budget est de 600 000 €. Et pour l'instant, donc comme on n'a pas l'amplitude du budget prévu, eh bien, on va mettre en pause les rencontres inspirantes, même si ça a rencontré un écho assez positif. C'est de l'ordre de 250 personnes qui en ont bénéficié depuis décembre en physique ou en visio. Et puis le fait qu'on soit à la fois très déterminé, qu'on ait déjà collecté 30% du budget, ça va faire qu'on va tenir notre plan d'action, mais avec une capacité moindre. Ça pose des questions, par exemple, dans le cadre du Tour d'Europe des solutions, il va y avoir des témoignages de victimes des pesticides. Très concrètement, si on arrive à avoir plus de fonds financiers, on va pouvoir davantage avoir de témoignages de riverains victimes des pesticides, de mamans, d'adolescents, d'agriculteurs. Et nous, les mutuelles pour la santé planétaire, on est convaincus qu'aujourd'hui, les pesticides, c'est un poison, mais que la résignation est autant un poison. Et donc, on souhaite absolument, à travers ce Tour d'Europe des solutions, eh bien, faire vivre des expériences positives à tous les gens qui vont en bénéficier, aller dans l'espace public, là où des fois, sur la thématique du bio, de l'agroécologie, eh bien, on se retrouve dans des salles où c'est des personnes qui sont plutôt de peau blanche avec des cheveux blancs. Donc nous, on va aller volontairement dans l'espace public avec, comme un carnaval, des fanfares. Il y aura des spectacles de clowns à 18 h pour que les enfants puissent venir avec leurs parents, qu'il y ait des bons repas faits maison, et puis ensuite des tables rondes avec des gens qui témoignent. Le but, c'est de construire un rapport de force qui aujourd'hui n'est pas en notre faveur. On peut se réjouir que la PAC a été verdie ces dernières décennies, mais le débouché politique de nos idées est pour l'instant en notre défaveur. Et le but aussi, c'est qu'on s'inscrive dans du temps long. Merci à tous.